Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de la vitamine B2, puisqu'on a parlé récemment de la vitamine B1 dans un épisode de podcast qui date d'il y a, je pense, à peu près un mois. Donc, si d'ailleurs ça t'intéresse et que tu souhaites avoir des informations sur la vitamine B1, où j'avais fait un épisode vraiment sur les fonctions, mais également sur comment en avoir suffisamment. Je t'invite à aller les écouter, mais sinon aujourd'hui c'est exactement le même principe. On va parler à la fois dans ce premier épisode des fonctions de la vitamine B2, à quoi elle sert, et dans le prochain épisode, l'épisode numéro 2, eh bien, je parlerai cette fois-ci de comment avoir suffisamment de vitamine B2, comment se passe l'absorption, où est-ce qu'on en trouve dans l'alimentation, et je parlerai aussi brièvement de la supplémentation, puisque je ne prévois pas un épisode carrément sur la supplémentation, comme je l'ai fait avec d'autres nutriments, puisque la vitamine B2, il n'y a pas vraiment de besoin au final de se supplémenter. Donc déjà la vitamine B2 concrètement, la déficience est assez rare comme je viens de le dire, ou du moins elle est rare dans nos pays. Malheureusement, elle est encore fréquente aussi dans certains pays où c'est vraiment extrêmement pauvre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les moyens pour que les aliments soient ce qu'on appelle fortifiés en vitamines. Donc par exemple tout ce qui est céréales, et bien dans nos pays c'est fortifié en vitamines, c'est-à-dire qu'on rajoute des vitamines du groupe B notamment, dont la vitamine B2. Et dans ces pays-là, on ne peut pas le faire. Et en plus de ça, eh bien, les produits laitiers qui sont des sources très riches en vitamine B2, j'en reparlerai dans l'épisode numéro 2, mais ne sont pas vraiment disponibles dans ces pays, ce qui fait que les choses additionnées font, en plus du fait que c'est pauvre et que du coup il n'y a pas assez de quantité de nourriture pour chacun, font qu'il y a une déficience en vitamine B2. Sinon, la vitamine B2, c'est assez rare qu'il y ait une déficience. La déficience amène souvent à des problèmes à la fois cardiovasculaires, des problèmes également surtout de vue, mais également plein d'autres soucis, hein, c'est-à-dire que ça vient perturber le métabolisme de d'autres vitamines. Il faut savoir que la vitamine B6, eh bien, son métabolisme dépend en partie de la vitamine B2. C'est pareil pour la vitamine B9, également pour la vitamine B3. Donc c'est pour ça qu'il faut être assez vigilant. La vitamine B2, pourquoi est-ce que ça pose plusieurs problèmes? Eh bien, en fait, la vitamine B2, qu'on appelle la riboflavine, est un précurseur de deux coenzymes qui sont très importants pour justement le bon fonctionnement du corps. Donc, il y a à la fois le FMN et le FAD. Donc, le FMN, c'est ce qu'on appelle la flavine mononucléotide et le FAD, ce qu'on appelle la flavine adénine dinucléotide. Voilà. Donc, au niveau de l'ordre, eh bien, la riboflavine, quand on l'a dans le corps, c'est le précurseur du FMN, c'est-à-dire qu'il peut se transformer en FMN, qui ensuite, lui, peut aussi, s'il a envie, se transformer, enfin, s'il a envie, qui peut aussi se transformer en FAD. On a besoin à la fois de FMN et de FAD, puisque par exemple, comme je l'ai dit, quand il y a une déficience en vitamine B2, eh bien, il y a une perturbation du métabolisme à la fois de la vitamine B6, de la vitamine B9 et de la vitamine B3. Et notamment la vitamine B6, eh bien, c'est le FMN qui est concerné. C'est-à-dire que c'est le FMN qu'on a besoin pour produire la forme active de la vitamine B6 au sein des tissus. C'est-à-dire que si on n'a pas de vitamine B2, eh bien, on n'aura pas assez de FMN. Et la FMN, si elle n'est pas là, eh bien, on ne peut pas produire correctement la forme active de cette vitamine B6. Donc, ça va poser des problèmes au niveau du métabolisme de cette vitamine. Au niveau de la vitamine B9, c'est surtout parce que cette fois-ci, le FAD est cofacteur d'une enzyme qui permet notamment de produire des molécules très importantes pour le métabolisme de la méthionine, qui est notamment aussi en lien avec le métabolisme de la vitamine B12. Donc là aussi, ça va venir perturber. Enfin, au niveau de la vitamine B3, eh bien, il faut savoir que le NAD et le NADP, qui sont des molécules qui ont besoin du tryptophane pour être produites, hein, parce que le NAD et le NADP, c'est très lié à la niacine, et le tryptophane, donc un acide aminé, est le précurseur justement de la niacine, donc avec un facteur de 1 sur 60, euh, eh bien, il faut savoir en fait que le FAD est aussi un cofacteur qui est important pour justement la production de FAD et de NADP, enfin de NAD et de NADP à partir de tryptophane. Sinon, au niveau des autres rôles, eh bien, la vitamine B2, évidemment, a d'autres rôles au niveau du corps. Il ne vient pas seulement perturber des métabolismes de vitamines s'il y a une carence, il fait bien plus que ça. Et justement, comme je l'ai dit, c'est surtout au niveau en tant que coenzyme. Déjà, il faut savoir que dans le corps, j'en reparlerai plus au niveau de l'absorption dans l'épisode numéro 2, mais en tout cas, on a environ 6% dans le sang de vitamine B2 qui se forme de riboflavine phosphate. Et en fait, cette riboflavine phosphate, elle permet de convertir la T4 en T3. Donc la T4,
c'est une hormone thyroïdienne et T3, c'est l'hormone thyroïdienne active. Et en fait, la riboflavine phosphate permet justement de convertir cette T4 en T3, donc avec une déiodination, hein, parce que la T3, ça veut dire qu'il n'y a que 3 atomes d'iode vs 4 atomes d'iode pour la T4. Donc ça, la riboflavine a son rôle aussi là-dedans, même si c'est pas le seul nutriment qui est important pour cette conversion-là, hein. Le fer, etc., ont aussi des rôles dans le métabolisme thyroïdien. Sinon, en tant que coenzyme, il y a d'autres rôles, notamment liés au métabolisme énergétique, c'est-à-dire que la riboflavine, eh bien, on en a besoin, notamment le FAD, pour que la chaîne de transport d'électrons puisse bien fonctionner, notamment au niveau des mitochondries, etc. Donc ça, c'est déjà important et du coup, ça a évidemment un rôle au niveau du métabolisme à la fois des glucides, des protéines et des lipides, puisqu'évidemment, eh bien, ça, c'est présent dans toutes les cellules et dans toutes les cellules, il y a évidemment ce métabolisme, soit des bêta-oxydations, soit plutôt au niveau de la glycolyse, soit au niveau du cycle de Krebs, hein. Voilà, il y a plein de choses qui font que les nutriments ont notamment une petite dépendance à la vitamine B2. Donc ça, c'est important. Et sinon, eh bien, il y a d'autres choses aussi que la riboflavine peut avoir des rôles dedans, comme par exemple un rôle d'antioxydant également au niveau cellulaire. C'est-à-dire que, eh bien, la riboflavine, en fait, est un, est une coenzyme de ce qu'on appelle la glutathione réductase. Donc plus exactement, eh bien, la FAD est une coenzyme de la glutathione réductase qui est importante pour justement inhiber les hydroperoxydes, etc. Donc différentes molécules qui peuvent être toxiques pour le corps si elles ne sont pas éradiquées et si elles sont trop en excès. Et en fait, eh bien, on a remarqué, enfin du moins pas mal d'études ont remarqué que s'il y a une déficience en vitamine B2, eh bien, les taux de glutathione réductase sont plutôt bas et du coup, ça pose des problèmes au niveau de l'aspect antioxydant des cellules. Donc voilà un petit peu pour les rôles de la vitamine B2. Alors pour un petit peu refaire un récap, eh bien, c'est vraiment un rôle de cofacteur. Mais du coup, si on n'a pas assez de vitamine B2, eh bien, à la fois, ça va perturber le métabolisme de d'autres vitamines. Ça va également perturber ce côté antioxydant au niveau des cellules. Et surtout, ça va aussi perturber le métabolisme énergétique à la fois lié à la thyroïde, mais surtout lié aux différents macronutriments au niveau de la chaîne de transport des électrons notamment. Donc en tout cas, j'espère que cet épisode t'aura un petit peu plus sensibilisé sur à quoi sert la vitamine B2. Évidemment, on reparle plus du côté pratique dans l'épisode numéro 2, dans lequel je te parlerai des sources, de comment en avoir assez et brièvement de la supplémentation. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description si tu veux avoir un guide sur comment ne pas être carencé dans ton alimentation. Je parle de tout là-dessus et le guide est gratuit. Et on se retrouve pour l'épisode numéro 2 dans une semaine. Allez, ciao!